Bienvenue à cette rencontre donc avec Buddy Giovinazzo, qu'on est ravi de recevoir. Le but du jeu en fait, c'est qu'on va discuter. Si vous voulez intervenir, si jamais je dis une grosse bêtise, c'est tout à fait possible. Voilà, on vous passera un micro et sinon, au bout de, je ne sais pas, 40 minutes, une heure, il y aura bien sûr des questions pour vous. J'espère que vous en aurez tout plein, comme on dit. Donc je vais appeler Buddy et encore une fois, merci à Yves Tixier d'assurer la traduction. Messieurs, je vous en prie, venez sur scène. Oh, there. Okay. Hi, everybody. I just need some water right away. Welcome. Glad that you're here. OK? Yep. Let's go? I'm OK. ready. Donc, avant de commencer à parler de vos films, je voulais un peu évoquer la ville de New York et surtout savoir aussi comment s'était bâti votre cinéphilie. Il y a quelques années, nous avions invité Frank Henenlotter qui nous avait beaucoup parlé des cinémas de Times Square, avec des tas d'histoires qu'il y avait à ce niveau-là. Est-ce que vous avez fréquenté ces cinémas-là? Yeah, I went I went to the cinemas in Times Square when I was very young, maybe 12, 13. Living on Staten Island, the theaters were about an hour and a half away. I take the bus, ferry, and train, and then go. And it was paradise. It was we watched three movies for $1.50, three horror films or genre films, and it was a total experience. There was a certain danger about it. It was disgusting. It was grimy. The first time I saw a real prostitute was on Times Square, and then you could sit there and watch three horror movies, and you could sit there. You know, Times Square back in the day. The reason the theaters were so disgusting. Oui, j'y allais beaucoup et j'y allais très très jeune en fait, vers 12-13 ans. Moi j'étais à Staten Island, donc c'était une bonne heure et demie jusqu'à Times Square, fallait prendre un bus, fallait prendre le ferry, etc. Donc c'était vraiment, c'était une vraie expérience. C'était génial, on pouvait voir 3 films d'horreur pour 1,50 $. Puis il y avait un côté un peu dangereux, Times Square, c'était crade, c'est là que j'ai vu ma première prostituée. Donc voilà, il y avait vraiment cette expérience pour nous, qui en plus avec cette bénédiction de pouvoir voir 3 films d'horreur de suite. One of the reasons why the theaters were so disgusting is because you could stay throughout the entire day and watch the same films over and over. They never emptied the theater. So the theaters were used by homeless people and junkies and prostitutes just to conduct their business. Et la raison pour laquelle les cinémas étaient extrêmement sales, aussi parce que c'était des cinémas permanents, donc ils passaient les mêmes films toute la journée et ils ne faisaient jamais sortir les gens. Donc ça veut dire que les cinémas étaient utilisés aussi par des junkies, par des clochards, par des prostituées qui faisaient leur affaire. So when people think about the classic time of Times Square, you look at it with a very, romantic sort of vision, but the reality is it really stunk. It smelled like urine and sweat and shit and it, Et voilà, donc les gens aujourd'hui ont une sorte de vision un peu romantique de Times Square, mais à l'époque, je peux vous dire que c'était vraiment pas ça. Et dans les cinémas, ça puait, ça sentait l'urine, ça sentait la sueur, ça sentait la merde. Now, you see how this floor is? This floor goes up, right? Like people sit here and then it goes up. Times Square was exactly the same. So I remember sitting in the theater, and when they would clean the theater, they would just come in with like 2 buckets of water and just throw them on the floor, and it would just like seep down to the front of the theater. That was clean. There was no mopping, so the floor was always sticky. It was, the seats were uncomfortable, but it was for us, it was fantastic. We just had such a great time there. Et quand, par exemple, là, vous avez il y a une salle qui est en pente, comme ça, avec une sorte de gradin. Les cinémas Times Square, c'était pareil. Et en fait, quand ils nettoyaient le cinéma, ils allaient en haut de la salle, puis balançaient 2 seaux d'eau. Et puis voilà, et puis l'eau coulait jusqu'au début de la salle. Il y avait pas besoin, on passait pas de serpillère, rien du tout. Voilà. Et là, c'était considéré comme étant propre. Mais pour nous, c'était vraiment un endroit fantastique. Et est-ce que Combat Choc a connu les salles de Times Square? Est-ce qu'il a été projeté sur Times Square?
My dream came true. Combat Shock played at the Lyric Theater on Times Square with a triple bill. It was the POW, The Escape, Missing in Action, and Combat Shock. And to the Times Square audience, there was no difference between like the big budget $5 million action film and Combat Shock. There was no difference. Et oui, mon rêve s'est réalisé. Combat Shock, effectivement, a été montré sur Times Square, au Lyric Theatre. C'était un programme à 3 films, en fait. Il y avait donc Combat Shock, il y avait POW, donc un film sur les prisonniers de guerre. POW, The Mistake, Missing in Action. Et, oui, et Missing in Action aussi, donc porté disparu au combat. Et pour les gens en fait qui ont vu ça, il n'y avait aucune différence entre des super productions à plusieurs millions de dollars et Combat Shock qui a coûté beaucoup moins cher. Et Missing in Action, c'est un film avec Chuck Norris. Voilà, pour préciser, donc voilà, terre de contraste avec Combat Shock. Et moi, j'aimerais bien savoir comment vous avez financé Combat Shock, parce que vous avez fait quelques courts-métrages. Combat Shock was financed from my own money. I started with $40. I had a 40-page script. I had 10 copies made. It came to $40, and that was the beginning. And then I was working in a band playing weddings. And so I was earning money, and I was also beginning to teach. So it was financed by my own money. Combat Shock, en fait, je l'ai financé avec mon propre argent. J'avais $40. J'avais un scénario de 40 pages. J'en ai fait 10 copies. Ça m'a coûté $40. Et voilà, et le reste, j'ai trouvé de l'argent. Je commençais à enseigner à l'époque. Et puis, j'étais joué dans un groupe où on jouait à des mariages, notamment. Donc, c'est de là qu'est venu l'argent au départ. Vous avez fait de la musique? Vous avez été musicien? Yeah, I was a musician. I was a trained musician. I studied music. My father was a musician. So I was a professional musician. And then in the university, I took a film course, and that changed my life. It completely took me into the film world, and I became a filmmaker. Oui, je suis musicien, j'ai été formé, j'ai fait le solfège, etc. Je suis un vrai musicien, j'étais musicien professionnel. Mon père était musicien, mais par contre, à l'université, j'ai fait un cours sur le cinéma et ça a changé mon univers, ça m'a changé et ça m'a vraiment propulsé dans le monde du cinéma. Il y a un groupe new-yorkais que j'aime beaucoup qui s'appelle Suicide et qui ont composé un morceau qui s'appelle Frankie Teardrop. Et Frankie Teardrop, donc, qui raconte l'histoire d'un père de famille qui travaille dans une usine et qui est rendu fou par la misère et qui assassine sa femme et son fils. C'est un morceau qui est assez terrifiant de Suicide, mais quelque part on dirait le squelette de Combat Shock. Well, this is interesting. I was hanging out with a dear friend of mine in his attic, and we were getting high, and he played me the Suicide album. And when I heard the song Frankie Teardrop, I saw a movie. That haunted me, this guy that's in this nightmare world. There's no way out. His wife is helpless. He's helpless. The baby's helpless. And so somehow that never left me. And Frankie Dunlin is basically Frankie Teardrop. Okay. Except Frankie Dunlin doesn't work in a factory. There are certain things I took license with. Mais effectivement, cette chanson, je l'ai entendue dans un grenier. Et quand j'ai entendu la chanson, pour moi, c'était un film. Il y a cet homme qui est complètement impuissant. Sa femme ne peut rien, son gamin ne peut rien du tout. Donc oui, j'ai vraiment vu le film à ce moment-là. Et Frankie Dunlin, le héros de Combat Shock, c'est effectivement Frankie Teardrop. Avec des petites différences, j'ai pas tout gardé. Frankie Dunlin ne travaille pas dans une usine. Can I just say, how many people are familiar with Suicide? Vous connaissez Suicide, le groupe? Okay, because one of the things that's very similar is this song, Frankie Teardrop, is like a long drone. And it takes forever. It's like, I don't know if it may be a 16-minute, it might be 20-minute song. And it just goes on and on and on. And by the time it hits the end where Frankie Teardrop kills his wife and his family, I mean, I think that had an influence on the pace of Combat Shock, because Combat Shock just takes forever to get there. And then when it gets there, it's really like a kick in the guts. Je sais pas, cette chanson, Frankie Teardrop, c'est une chanson qui est extrêmement longue et qui est extrêmement monocorde. C'est une sorte de long bourdonnement comme ça pendant peut-être 16 minutes ou 20 minutes. Et quand on arrive, voilà, et il faut extrêmement longtemps pour qu'on arrive au moment où Frankie Teardrop tue sa femme et son enfant. Et je pense que ça a une influence sur le rythme de Combat Shock, qui est un film qui aussi s'étire comme ça jusqu'à la fin. Et quand Frankie tue sa femme et son enfant à la fin, il y a vraiment, on se prend vraiment un bon coup de poing en pleine figure.
Et je voulais revenir sur le tournage de ce premier film. Comment est-ce qu'on transforme les marais de Staten Island, parce que je crois que le film a été entièrement tourné à Staten Island, en jungle vietnamienne. Well, yeah, the entire film was shot in Staten Island. You know, I would be driving around in Staten Island, just hanging out, and I'd be driving in way out in the far reaches of Staten Island, and I would look out the window and I'd see like this woods and a swamp, and it just occurred to me, wow, that could be Vietnam. Before I thought about making any movie or anything, and I noticed that there was a lot of these areas that could have been Vietnam if you were sort of on drugs and not really very stable. So that's probably where the Vietnam element of Combat Shock came from, because Frankie Teardrop was clear. I knew I wanted to do a film about a guy in a hopeless situation with a family that they can't survive. En fait, je me baladais à Staten Island en voiture, etc. Je faisais des tours en voiture et je me suis aperçu à un moment que voilà, il y a des forêts, il y a des sortes de marais, etc. Et je me suis dit, bah, ça pourrait être le Vietnam. Mais ça, c'était bien avant de faire un film, en fait. Et même avant de penser à ce film-là. Mais je me suis dit, ouais, pour quelqu'un qui plane un peu, qui est un peu drogué, qui n'est pas complètement bien dans sa tête, ça pourrait être le Vietnam. Et voilà, je pense que c'est de là que vient le côté Vietnam dans Combat Shock. Parce que ce qui était clair aussi pour moi, c'était que voilà, je voulais faire un film sur quelqu'un qui était emprisonné, hein, qui était prisonnier avec sa famille, avec son enfant. Mais pour le coup, il n'y a pas de Vietnam dans la chanson de Suicide. You know, one thing, the way to bring the Vietnam element into this domestic story, the Frankie Teardrop story, if I want to call it that, is I was reading a lot of articles, maybe over a year, and the articles really disturbed me. They were basically a guy kills his wife and his kid and then himself. And I was fascinated by that because I couldn't understand that violence. As a New Yorker, I grew up with violence. It was a part of life. But this idea of violence, what makes somebody kill their family and themselves? And these articles always dealt with Vietnam veterans. And this was before post-traumatic stress syndrome was even a thing. No, but there wasn't even this word. Et en fait, je me rappelle, hein, moi je lisais pas mal d'articles et je tombais sur des articles dans la presse où on parlait d'un homme qui avait tué sa femme, qui avait tué son enfant et qui s'était suicidé. Et c'est une violence que j'arrivais pas à comprendre. J'ai grandi à New York, donc la violence, je connaissais bien. Mais ce genre de violence-là, pour aller jusqu'à ces extrémités-là, c'est quelque chose que je ne comprenais pas. Et en plus, tous ces articles disaient que c'était des gars qui étaient des vétérans des anciens du Vietnam. Voilà. Ça, c'est à une époque où le concept de syndrome de stress post-traumatique n'existait pas, en fait. Hein, le mot n'existait pas. I just want to add the baby in the oven. I'm assuming everybody here has seen Combat Shock, so I'm not doing any spoilers. The baby in the oven actually really happened. That wasn't my twisted imagination. I don't think I'm that disturbed to think of such a thing. What happened is a guy thought his baby was possessed by the devil, and he thought he was going to be able to bake the devil out of his baby. So he put the baby in the oven, and that one article stayed with me. I never forgot it, and I just figured naturally it has to be in my movie. And so. Et par exemple, le coup du bébé dans le four, en fait, hein, vous avez, je pense, vu Combat Shock, donc c'est pas un spoiler, c'est quelque chose qui s'est vraiment passé. C'est un gars qui revenait du Vietnam, effectivement, et qui pensait que son bébé était possédé par le diable, et qui s'est dit qu'en le mettant au four, il allait cuire, exterminer le diable comme ça par la cuisson. Et je me suis dit, voilà, c'est un truc vraiment incroyable, il faut vraiment que je mette ça dans mon film. That was a long answer for your question. Mais j'étais quand même pas assez dérangé mentalement pour imaginer ça moi-même. It's okay. Et combien de temps a pris le tournage? Est-ce que ça a été très long? Est-ce que vous avez tourné très vite? Comment The shooting took 1 year. I shot in 3 sections. I shot the jungle section, then I saved up money. I worked, saved up. It took maybe 3-4 months to save up money to shoot the interior section, the house, all the interiors. Then I got married and took my marriage money to shoot the ending, which was the outdoor stuff. I don't recommend that. En fait, oui, le tournage a pris 1 an. Et au début, on a commencé par les scènes dans la jungle. Ensuite, voilà, moi je bossais, donc j'ai économisé de l'argent j'ai bossé pendant 3-4 mois pour faire toutes les scènes d'intérieur. Et ensuite, je me suis marié, et l'argent qui aurait dû servir au mariage, en fait, je m'en suis servi pour tourner la fin, les dernières scènes, les scènes extérieures. Et je vous recommande pas de le faire, hein, si jamais vous vous mariez. Est-ce qu'il y a eu des moments de découragement? Est-ce que vous vous êtes dit à un moment donné, je vais jamais y arriver, je vais abandonner?
Yeah, I did feel discouraged, and I was prepared to make it a short film with only the jungle stuff. I was prepared to make a 20-minute film, just the Vietnam sequence, because I knew that we started out with like 3 to 5 people, my brother and 3, 4 people on the crew. I knew I couldn't make a feature film that way. So once I shot the jungle stuff, I was able to attract a real crew, people that had equipment, had a dolly, and had lighting. Without that, I would have stopped. I don't think I could have continued on. Entre Oui, parenthèses, pardon. Oui, effectivement, il y a eu des moments où j'étais effectivement découragé, où j'ai pensé arrêter. J'étais prêt moi à faire juste un court métrage de 20 minutes en fait, uniquement les scènes de jungle, les scènes du Vietnam. J'ai commencé, on était 4-5, il y avait mon frère, plus 3-4 autres personnes dans l'équipe, et je savais qu'on ne pouvait pas faire un court métrage, un long métrage comme ça. Par contre, une fois qu'on a fait les scènes de jungle, on a réussi à attirer d'autres gens, d'autres techniciens, des gens qui avaient du matériel, une dolly pour les travelling par exemple, des éclairages. Et c'est comme ça qu'on a pu continuer. Et donc, entre parenthèses, le premier rôle est interprété par votre frère, qui est vraiment excellent dans le film. Il avait une formation d'acteur ou pas du tout? C'était un autodidacte? My brother was a musician. He was very shy. He never acted in his life. And those people that have seen the film, the character Mike the Junkie, the guy with the coat hanger in his arm, he was going to play Frankie Dunlin because he had been in my other short films and he wasn't right for the role, but I knew him and I knew I had access to him. So my brother said, "You can't do that. This guy's not good enough." He said, "Let me audition." And I thought it was crazy because my brother's very shy. He never acted before. He's a very quiet person. But then I thought, you know what, actors like Robert De Niro are very shy. And so it opened me up to at least audition him. And once I saw him in the role, once we did the auditions, I had to cast him. It was perfect. He looked the part, he was the part. En fait, au départ, mon frère est quelqu'un d'extrêmement timide, qui n'avait jamais joué la comédie de sa vie. Mais l'idée au départ, c'était que le rôle de Frankie soit joué par Mike, qui joue un junkie en fait dans le film, qui s'ouvre avec un cintre comme ça. Et c'est quelqu'un qui n'était absolument pas. Voilà, je savais qu'il n'était pas fait pour le rôle, mais voilà, je connaissais personne d'autre. Lui au moins était un acteur, donc je dis bah voilà, ça va être lui. Et mon frère m'a dit non, mais tu peux pas faire ça. Il est vraiment pas assez bon. Laisse-moi auditionner pour le rôle. Et j'étais plutôt dubitatif, mais j'ai laissé mon frère auditionner et il était parfait. C'était vraiment lui qui était fait pour faire ce rôle-là. Donc voilà, je t'ai pris dans la distribution. No, my brother's not an actor, and he's not acting in the film. He's actually just doing what the character would do. My direction to my brother was very active. I didn't say, in this scene you feel sad, or in this scene you think this. I gave my brother actions to do. Do something. When you see this girl, just watch her. And she's sad, but he came up with his own reactions. And the other thing that's interesting, my brother is really clean. My brother never had greasy hair ever in his life. My brother wore brand new sneakers. My brother never wore dirty clothes. He would never even visit the house that he lives in this film. So for me, it was really a joy to put my poor brother through this horrifying scene because it's not who he is. Mon frère ne joue pas à la comédie en fait dans le film. Il fait des choses comme lui les ferait. Et la manière dont je le dirigeais, c'est de manière très active. Je lui disais pas, faut que tu aies l'air triste, faut que tu... Non, je lui disais, fais ça ou ça, fais ci ou ça. Regarde cette fille, elle a l'air triste, mais toi tu la regardes et puis tu fais ce que tu ferais si tu le faisais. L'autre chose, c'est que mon frère est quelqu'un d'extrêmement propre. Il a jamais eu les cheveux gras, il avait toujours des baskets neuves, etc. Jamais il serait même entré dans la maison où il est censé vivre. Donc pour moi, c'était une vraie joie de lui faire jouer toutes ces scènes-là. Et à propos de Combat Choc, encore, on a l'habitude de définir le film comme un croisement entre Taxi Driver de Martin Scorsese et Eraserhead de David Lynch. Mais alors ça va peut-être vous paraître bizarre. Moi, j'ai envie de rajouter un troisième film, en fait, qui est Pink Flamingos de John Waters. En fait, je trouve que Combat Choc et Pink Flamingos partagent la même énergie. C'est pas des films comparables, mais ça partage la même énergie et cette tendresse en fait pour les déclassés. It's interesting that you say that because I was a huge fan of John Waters. I grew up with Texas Chainsaw Massacre, Mark of the Devil, all the horror films that came into New York. I would watch them all, but they were real movies to me. I never dreamed. I didn't watch Chainsaw Massacre and think, oh boy, I want to make a movie. I thought the opposite.
But when I saw John Waters movies, I said, what the fuck? Anybody could do this. And, you know, he was making films with his friends, and he was doing everything you're not supposed to do, doing films about things you're not supposed to show. So in this way, John Waters really inspired me to make Combat Shock, because to me, it was impossible to do such a thing. And, you know, and Pink Flamingos is, to me, a hilarious film. It's so funny and disgusting, and, you know, you laugh, you cry, you scream. But technically, it was a film I felt I could make. And so I've always felt an affinity. I love Pink Flamingos. I love Female Trouble. I think Desperate Living. I think those three films are like his best films. They're just beautiful. And, you know, he just showed me that it's possible to make a film. You don't need cranes and dollies, and you don't need the big budgets. And so in that way, there's a real kinship to Pink Flamingos. C'est intéressant ce que vous dites en fait, parce que je suis un grand fan de John Waters. Mais quand j'ai grandi, j'ai vu des films comme, je sais pas, Massacre à la tronçonneuse ou La Marque du Diable. Mais en voyant ces films-là, qui sont des vrais films, je me suis jamais dit, j'ai envie de faire du cinéma. Au contraire même. Mais par contre, quand j'ai vu Pink Flamingos, quand j'ai vu les films de John Waters, je me suis dit, en fait, n'importe qui peut faire ça. C'est juste un mec qui fait des films avec ses potes et qui fait exactement ce qu'on n'est pas censé faire dans un film, qui parle de choses dont on n'est pas censé parler dans un film. Donc oui, il y a effectivement pour moi une vraie tendresse par rapport à ce film-là. C'est des films qui m'ont libéré quelque part. Et John Waters m'a montré que voilà, on peut faire du cinéma sans avoir besoin de grues, sans avoir besoin de dolly, etc. On peut juste faire du cinéma comme ça. Et des films comme Female Trouble, par exemple, ou Desperate Remedy, c'est vraiment des films que je trouve qui, pour moi, avec Pink Flamingos, sont ses meilleurs films. Et Pink Flamingos est vraiment à hurler de rire. Et c'est une fois le film achevé, c'est finalement Trauma Entertainment qui va distribuer le film. Alors pour le public, pour les gens qui ne savent pas, Trauma, c'est une boîte de production et de distribution installée à New York qui avait un catalogue, on va dire, de films d'horreur, mais quand même potache. Voilà. Leur titre le plus connu en France, c'est Toxic Avenger. Et Combat Shock détonne complètement avec ce catalogue. Est-ce que c'est eux qui vous ont démarché? Est-ce que c'est vous qui les avez démarchés? Vous avez présenté Combat Shock à d'autres distributeurs? Well, I tried to sell Combat Shock for 1 year, and I couldn't find anybody to pick it up, to go with it. And so I screened it for Trauma, knowing it wasn't a Trauma film, but at that point, there wasn't anywhere else to go. And Lloyd Kaufman at Trauma just loved it. Just loved it. They didn't want to touch a frame of it, but they also wanted to market it. And they came up, I don't know how many people saw the original marketing campaign, but the film looks like Rambo. It's just ridiculous. You know, on the original poster, there's helicopters, there's a gang fight, there's people with machine guns, and it was a complete disaster for them to market it that way, but that's what they did. En fait, j'ai essayé de vendre Combat Shock pendant 1 an. Sans succès, personne n'en voulait. Donc finalement, j'ai fini par le montrer à Trauma en sachant que c'était pas vraiment un film qui était fait pour eux. Et en fait, Lloyd Kaufman a adoré le film. Il voulait absolument pas toucher à un plan du film. Mais voilà, ils ont été obligés de changer des choses pour faire le marketing. Et je sais pas si certains d'entre vous ont vu l'affiche originale, enfin l'affiche de la première sortie. Mais en fait, le film est vraiment présenté, vendu comme Rambo. Il y a des hélicoptères sur l'affiche, il y a des mitrailleuses, etc. Et c'était une catastrophe en fait de le montrer comme ça. Et il y a quelque chose de vraiment étonnant moi dans Combat Shock, alors là pour le coup qui m'a vraiment marqué, c'est dans les rues où vous avez tourné, enfin les décors du film qui sont complètement incroyables, on dirait des zones de guerre, enfin c'est une vision des États-Unis, c'est le quart-monde, ce n'est plus du tout les États-Unis. Moi quand j'ai vu le film c'était complètement inédit, pour moi j'avais l'impression de voir une autre Amérique, mais est-ce qu'il y a 2 niveaux de lecture à ce niveau-là? Est-ce que, parce que les décors peuvent à la fois représenter l'état mental dans lequel se trouve le héros, mais quelque part aussi, est-ce que c'est pas aussi le résultat de la politique reaganienne, voilà, qui n'était pas trop pour les plans sociaux? All I can say is, welcome to my nightmare. That's my America. That's the America I grew up in. This was during the Reagan years, and Reagan stopped all the social programs and all the housing for, people who were mentally disturbed. All of a sudden, they were on the street, and so I didn't change any location in the film. I went, these were places I knew because I lived in that neighborhood. We would just go there and shoot.
Not to say there's nice places of Staten Island, there's rich places, but that's not where I lived. So, you know, it's indicative of America in the 80s, and it's actually indicative of America today because it hasn't gotten better. You know, in some ways it's gotten worse because now we have heroin and opioids everywhere. So I just, I just filmed what I saw. If it wasn't there, I wouldn't have filmed it because I didn't have any money to do anything. All I could do is put my brother on the street and say, walk past this building and shoot him. Ce que j'ai envie de dire, c'est bienvenue dans mes cauchemars, en fait. Hein. Mais effectivement, c'est les années Reagan, et Reagan a supprimé beaucoup de programmes d'aide sociale, notamment des programmes de logement, des programmes de soutien à des personnes qui avaient des troubles mentaux. Oui, donc oui, c'est effectivement cette Amérique-là. C'est aussi l'Amérique que je connaissais. Je vivais dans ce quartier-là. Il y a des endroits plutôt sympas, plutôt riches à Staten Island, mais moi, c'est les endroits que je connaissais, donc c'est là qu'on a été tourné. De toute façon, j'avais pas d'argent pour aller ailleurs, donc tout ce que je peux faire, c'est dire à mon frère, bah voilà, tu vas dans la rue, puis tu te balades, et on te filme. Oui, et d'autre part, c'est aussi, voilà, c'est l'Amérique des années 80. C'est l'Amérique, la situation est peut-être encore pire aujourd'hui, parce qu'en plus de toute cette misère, il y a l'héroïne et il y a les opiacés. Et à cette époque-là, justement, à New York, enfin, j'ai cité Frankenheimer, l'auteur, mais il y avait tout un vivier de cinéastes comme William Lustig ou encore Abel Ferrara. Est-ce que vous étiez tous plus ou moins en contact? Est-ce que vous parliez ou pas? Ou est-ce que vous faisiez chacun vos films de votre côté? Yeah. We were completely separate. I knew of Maniac, but I didn't meet Bill Lustig till after Combat Shock had been shot, and I was up for Maniac 2. And through Joe Spinell, the Maniac, I met Bill Lustig. Abel Ferrara was somebody I met way later on when I was trying to do Crackdown in the 90s. So we were pretty much separate. And keep in mind, I was in Staten Island. I was a separate entity, and I wasn't doing a genre film. Like, we're here now, and I'm at these festivals with Combat Shock, but keep in mind, when Combat Shock was made, it was sort of like a normal straight movie that horrified anybody that could have helped it do anything. It was only appreciated years later where a genre audience looked at it and said, this is so fucked up, it must be good. On était complètement séparés, en fait. Hein. J'ai rencontré Bill Lustig beaucoup plus tard, quand j'ai été pressenti pour faire Maniac 2. Et via Joe Spinell, l'acteur, j'ai rencontré Bill Lustig. Abel Ferrara, j'ai rencontré beaucoup plus tard, en fait, dans les années 90, quand j'essayais de tourner Life is Hot in Crackdown. Mais l'autre chose aussi, c'est qu'à l'époque, moi, j'étais dans un autre monde, quelque part. Je vivais à Staten Island, et Combat Shock, c'était pas un film de genre. C'est un film qui était considéré comme un film normal, si vous voulez. Simplement, il horrifiait tous les gens qui pouvaient le voir. Il a fallu bien des années, et c'est aussi grâce, je suis dans un festival comme ça aujourd'hui, mais il a fallu bien des années pour que les gens qui aiment les films un peu différents se disent, mais ce film est complètement déjanté, donc forcément, il doit y avoir quelque chose de bien dedans. Justement, votre film suivant, No Way Home, vient 10 ans après. Donc, est-ce que Combat Shock est une malédiction ou une bénédiction d'avoir quelque part réalisé un premier long métrage? Ça effrayait vraiment les producteurs? It was a blessing that turned into a curse. A blessing in this way. Back then, it was very hard to make your first feature. Companies didn't want to work with a first-time director. So if you had a feature under your belt, that was a major plus. You know, a lot of companies would work with you for the second feature. So in that way, the doors were opened. I had many meetings, and I was up for many horror films that I was, willing and happy to do. But once they saw Combat Shock, they just didn't want to work with me. They just thought whatever it wasn't what they were into, and they were afraid I might do it again. So it was a curse in that way. Now, just quickly, when I made No Way Home with Tim Roth and Goldcrest as the financier, nobody even looked at Combat Shock. It was enough to know just that I made a feature. I was waiting for the call. Any day I'm going to get the call saying, we just saw your film, and I'm afraid we're not going to be able to do it. But nobody saw the film, so I made No Way Home. C'était en fait une bénédiction qui s'est transformée en malédiction, en fait. Hein. Parce qu'à l'époque, c'était extrêmement difficile de faire un premier long. Et donc, il y a beaucoup de producteurs qui étaient prêts à vous soutenir pour faire votre deuxième film, mais pas pour le premier. Donc, j'avais fait ce premier film, et avoir fait un premier film, un premier long métrage, c'était vraiment c'était un vrai atout. Et donc, voilà, moi, après avoir fait ce premier long métrage, on m'a
j'ai été pressenti, on m'a proposé des films d'horreur, des choses comme ça que j'étais tout à fait prêt à tourner. Simplement, à un moment, les producteurs voyaient mon premier film et ils disaient ah non, ça c'est pas possible, il va nous faire la même chose, on peut vraiment pas continuer avec lui, c'est trop dangereux. Mais quand j'ai fait No Way Home avec Tim Roth, Goldcrest, le financeur, en fait, s'est juste contenté du fait que j'avais fait un premier long métrage. Ils n'ont même pas été ils n'ont pas été le voir. Et moi, j'attendais le coup de fil où il me dirait, vous savez, on a vu votre premier film et je pense qu'on va en rester là. Ben non, par chance, ils l'ont jamais vu. Et avec No Way Home, pour la première fois, donc, vous allez avoir une équipe technique professionnelle. Et surtout des acteurs professionnels et qui sont des noms déjà à l'époque, puisqu'il y a Deborah Kara-Unger, Tim Roth, James Russo. Deborah Unger vient elle fait Crash la même année que No Way Home. Tim Roth, lui, sort de Pulp Fiction. Et James Russo vient de tourner avec Gus Van Sant et Abel Ferrara. Donc, 3 acteurs et 3 tempéraments différents. Comment est-ce que vous avez travaillé avec eux? It's interesting because Tim Roth, the way he works is he's hanging out, he's making jokes, he's having a good time, and then I say action, and he's Joey Larrabito, right in the moment. James Russo is that guy the whole time. He's miserable. He makes everybody around him miserable. That's his process. Deborah Unger is a very interesting actress because she's an actress that gives you more. Like I would do a take with Deborah, and she would say, "Give me 3 more, not give me 1 more." She says, "Give me 3 more," and she would give me 3 different interpretations of the take, which on one hand is good, but as a director, you want an actor to make one choice, and then I can fine-tune it. She gives me 3 completely different choices. So I had to understand immediately what their techniques were and work with them. With Tim, I was a friend, hanging out. With Russo, I was protecting him from the crew, so telling him he may seem like an asshole, but it's his process. That's how he's working. And with Unger, I would always shoot the takes that she would wanted, but I would really fine-tune one of the takes. C'est intéressant en fait parce que c'est vraiment 3 personnalités complètement différentes. Tim, sur le plateau, c'est le gars sympa, il discute, il fait des blagues avec tout le monde et on dit action et à ce moment-là il est le personnage, il est vraiment Joey Larrabito. James Russo, il est son personnage tout le temps. C'est-à-dire qu'il est misérable, il est odieux en permanence. Et il rend les gens malheureux. Enfin, c'est vraiment, il est comme ça pendant tout le tournage. Et Deborah Unger, c'est encore différent. C'est une actrice qui vous propose toujours des choses. Par exemple, on faisait une prise et elle me disait donne-moi 3 autres prises. Et elle me donnait 3 versions différentes de la même scène, en fait. Ce qui est super pour un réalisateur, ce qui est un peu compliqué aussi, parce qu'on a plus envie d'avoir une version, une interprétation, et ensuite de l'affiner. Mais elle propose des choses qui étaient vraiment complètement différentes. Et donc, j'ai dû apprendre leur technique et voir comment je pouvais travailler avec eux. Avec Tim Roth, j'étais son pote. Avec James Russo, je le protégeais en fait vis-à-vis de l'équipe et je disais à l'équipe non mais il a l'air d'être un connard mais en fait non, c'est vraiment parce qu'il est dans son rôle, il n'est pas vraiment comme ça normalement. Et avec Deborah Unger, je lui donnais ses prises, je lui donnais ses versions à faire, mais il y en avait toujours une que j'essayais d'affiner, avec laquelle j'essayais d'aller un peu plus loin. I want to tell you a secret and keep it between us. Tim Roth hated Deborah Unger throughout the entire shoot, treated her horribly. So when I see the film, I know he didn't like her. But when I see the film between them, you don't see that. I don't see it. I see there's a real chemistry, and perhaps that's because he didn't like her. Because when married people play married people in front of the camera, there's no spark. There's something that just doesn't really pop off the screen. So he treated her horribly, and she knew it. So she would be crying in her trailer, and she'd say, he hates me. And I would just say, no, he doesn't hate you. He's just in character. His character is uncomfortable with you. But he hated her. Je vais vous dire un secret, mais surtout vous ne le répétez pas. Tim Roth ne pouvait pas saquer Deborah Unger. Il l'a traité vraiment extrêmement mal sur le plateau. Et pourtant, quand on voit les scènes, on a l'impression qu'il y a un truc entre eux, il y a une sorte d'alchimie, de courant qui passe, etc. Peut-être que c'est aussi parce qu'il ne l'aimait pas et parce que ça se passait très mal entre eux. Quand des gens mariés jouent des gens mariés à l'écran,
il n'y a pas forcément cette étincelle entre les deux. Mais oui, il l'a traité vraiment très mal. Voilà, elle pleurait dans sa caravane, elle me disait ah, il me déteste, il me déteste, etc. Et je lui disais mais non, il ne déteste pas, c'est vraiment son personnage, parce qu'il est mal à l'aise avec toi, c'est pour ça qu'il te traite comme ça. Mais en fait, non, il ne pouvait vraiment pas la saquer. Et je pense que vous êtes vraiment un très 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 bon directeur d'acteurs. Et je pense que vraiment vous aimez les acteurs, en tout cas les diriger. Est-ce que vous laissez beaucoup de place à l'improvisation? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut arriver qu'il y ait des dialogues qui soient entièrement réécrits à même le plateau? Well, just to preface this question, I wanted to be an actor before I was a director. I studied acting for 2 years in New York City. I really wanted to be an actor. And I realized I have no talent whatsoever. I did plays, I did short films. The second I appeared on screen, the film stopped. I cut myself out of my own films, although I am in Combat Shock and No Way Home, but not as an actor. I love acting. It's the hardest thing in the world to do. To pretend like there's not 40 people around you when you're playing an intimate scene is amazing to me. So I have great respect, so I give my actors room to improvise. And I tell them, this is the point of the scene. The scene has this point. If we hit this point, I'm not really that strict on how you hit it. And I tell them, we're playing jazz. The song is the song. The song's not going to be changed, but every jazz musician will play that song differently. So I give my actors enough room. And there have been times in all my films where the actors came up with things that were better than what was in the script. So I do give them that space. I think that a film directs itself at a certain point. You have your vision and you think you know what you want to do, but a film really takes over, and a good director sees what's working and goes with that and changes it and makes that be what the film is about. En préface avant de répondre, moi j'aurais rêvé d'être acteur. J'ai étudié la comédie pendant 2 ans. J'ai fait des pièces, j'ai fait des courts-métrages, mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais absolument aucun talent. Et dès que j'apparaissais à l'écran, de toute façon, fallait arrêter le film parce que c'était vraiment mauvais. J'apparais dans Combat Shock ou dans No Way Home, et je me suis coupé en fait. J'ai coupé les plans sur lesquels j'apparais parce que voilà, je suis vraiment pas bon. Donc c'est pour ça que j'ai une énorme admiration pour les acteurs, que j'aime beaucoup les acteurs, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Jouer une scène intime et faire comme s'il n'y avait pas 40 personnes qui sont autour de vous, je trouve ça absolument extraordinaire. Donc oui, je laisse beaucoup de place aux acteurs. Pour moi, une scène, c'est comme du jazz. Je leur dis, voilà, ce qu'on veut dans cette scène, c'est ça. C'est un peu comme la chanson en jazz, hein. Ça ne changera pas, mais par contre, il y a des tas de moyens d'y arriver, il y a des tas de moyens d'interpréter ça. Donc oui, je leur laisse de la place. Et parfois, des acteurs vont trouver des choses qui sont bien meilleures que ce que moi, j'avais pu écrire. Voilà. Et je pense aussi qu'un film, quelque part, il se fait lui-même à un moment. Le film se dirige lui-même, et je pense qu'un bon réalisateur doit être capable de sentir ça, de voir où le film va et de se dire voilà, c'est ça le vrai film, et même si c'est pas ce que j'avais prévu, on va aller par là. Je trouve qu'il y a autre chose qui est absolument remarquable dans votre cinéma, c'est que vous n'essayez jamais de plaire aux spectateurs. Vous ne caressez jamais le public dans le sens du poil, comme on dit, et je pense notamment aux scènes de violence, notamment dans No Way Home. My whole thing, my whole thing about directing is tell the truth. You can never go wrong if you tell the truth. Like, we're all here, we watch genre films. How many times do we see in a genre film something that just doesn't make sense? Just because it's easier for the filmmaker to let the person go into the cellar where she knows the killer's waiting with a knife. Tell the truth. You know, that's all I try to do. My violence is truthful because I've seen violence, and it's shocking and it's horrifying and it's not pretty and it's not funny. And having said that, I love Tarantino. I love that genre of film, but I just try to tell the truth. And I tell that to my actors too. They say, what should I do? I'm not sure. I said, we'll find the truth. What's the most logical reason for you to say or do what you're going to do? When somebody gets shot, it's not that they fall dead to the ground and they're dead. They bleed like a fucking toilet overflowing. And that's how I want my violence to be. I just want to tell the truth. Not the most commercial thing, but, I'm making films for myself and probably for you. I'm hoping that there's enough people like me to support my career. And so if
if we can all share a certain derangement, then I can make films. Quand j'écris, hein, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est la vérité. Et vous avez tous vu des tas de films de genre où il y a des choses qui ne font pas vrai, ne sont pas juste pas plausibles, parce que c'était le plus facile pour le réalisateur pour arriver là où il veut aller. Hein, la scène où la fille descend à la cave, où en fait on sait très bien qu'il y a le tueur qui l'attend avec un poignard. Non, moi je veux une violence qui soit effectivement pleine de vérité. Par exemple, j'ai vu de la violence. J'aime beaucoup quelqu'un comme Tarantino, mais non, moi j'ai envie que ma violence soit plus véridique. Quand quelqu'un se fait tirer dessus, ben voilà, il tombe pas mort comme ça tout de suite. Il saigne comme des toilettes comme des toilettes qui débordent. Et c'est vraiment quelque chose auquel je tiens. Les films que je fais les fais pour moi. Et puis je les fais aussi pour vous. Mais j'espère qu'il y a assez de gens qui sont aussi dérangés que moi pour quelque part que je puisse en vivre. Et je crois savoir que le film n'a pas été très bien accueilli aux États-Unis quand il est sorti. Mais justement, vous pensez que c'est à cause de cette forme d'authenticité, comme si on voulait plus voir ce qu'est la violence en fait d'une manière très 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 frontale. Yes. Yes, it's always been too much. Every producer after Combat Shock, I had producers, and every producer it's the same. Why? Tone it down. Don't show it like that. Cut it out. Do less. And so that's been commercially a problem. But when I started out, I wanted to be like David Lynch and David Cronenberg. I didn't want to be a big commercial Hollywood guy. I wanted to be a guy that had his own audience, that could make his own films. I didn't need to be the biggest director. I didn't want to be Spielberg. So I just wanted to carve out my own audience. They're on a level that I can only dream of. That's the dream, is to be on that level. So, that was my goal. And so I couldn't short it. Even in No Way Home, I had to make compromises on No Way Home. For instance, when James Russo gets shot in the neck in No Way Home, I really shot that hard. You saw the impact. You saw the moment where he had no bullet wound and then a bullet wound on camera. And the producers really came down so hard on me. They wanted me to shorten the scene in the kitchen between Tim Roth and his ex-girlfriend. Either make that scene shorter or shorten the blood. But they were going to do one or the other. They were assholes. So I fought for the acting. I kept the acting because that was more important, and I lost James Russo getting shot in the neck. So that's sort of what I deal with my violence. It's not commercial. Après Combat Shock, j'ai eu des producteurs et tous mes producteurs m'ont dit non mais ça c'est trop, faut que tu coupes, faut que tu atténues, etc. Mais voilà, donc c'était vraiment un problème commercial. Mais moi en fait, ce que je voulais être, c'est quelque part un Cronenberg ou un Lynch, c'est-à-dire quelqu'un. Je voulais pas être un réalisateur commercial, être un Spielberg. Je voulais des gens qui avaient réussi à se créer leur propre public et qui travaillaient avec ce public-là. Eux, bien évidemment, sont à un niveau dont je ne pouvais et je ne peux que rêver. Mais voilà, c'était vraiment ça mon idée. Sur No Way Home, par exemple, j'ai dû effectivement faire des compromis. La scène où James Russo prend une balle dans le cou, moi j'avais filmé la balle qui rend, le moment où la balle traverse son cou, etc. Mais les producteurs voulaient que je raccourcisse un certain nombre de choses. Il y avait deux choses en particulier, la scène entre Joey et son ex-petite amie dans la cuisine chez la petite amie, et le sang. Moi, je tenais à cette scène dans la cuisine avec la petite amie, donc c'est pour ça que j'ai enlevé des scènes de sang. Mais ils ont vraiment été absolument pas sympas sur ce plan-là, voire un peu des connards sur ce plan-là. Justement, moi j'aimerais bien parler de Tarantino. Alors je ne veux pas vous opposer, hein. On en discutait tout à l'heure. Je pense que ça a commencé avec la sortie de Reservoir Dogs et que ça s'est définitivement planté avec la sortie de Pulp Fiction. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le cinéma américain va se teinter d'ironie. Le cinéma de Tarantino, ce qui est extrêmement violent, on va tirer sur des gens, mais en sortant une blague sur Godzilla ou McDonald's ou je ne sais trop quoi. Et en fait, je trouve cette ironie alors particulièrement étrange, et je pense que le cinéma américain a changé à partir de cette date-là. Vous êtes d'accord avec ça ou
I do agree with that. You know, after Reservoir Dogs and Pulp Fiction, I don't know if you guys saw the films, but there was a whole school of filmmakers copying Tarantino. You know, they'd have two killers just talking about something mundane and stupid, but the violence was really over the top. And you can't copy that. I mean, Tarantino had his own voice, and he's very derivative. I mean, people that know the genre know that all his films come from somewhere. They're not that they're so original. They basically are derivative, but everything's derivative. I don't fault anybody for that. As artists, basically everything that we see and think and feel and hear becomes fodder. Becomes a piece of our work. So, he just hit at the right moment at the right time. And the thing with his violence is, you can sit back. You're not part of it. Whereas with Frankie Dunlin, I think by the time Frankie Dunlin kills his wife and himself, you're with that guy. You're not. You want to see him survive. Maybe you do, but it's not entertainment. And so, but I like to be entertained. I love violent films that are artistic. When I grew up, a lot of the genre films, the acting was terrible. It was basically a guy with a knife chasing some woman in a bikini through the woods. That was bullshit. And that's one reason why, at an age I got into Martin Scorsese and Taxi Driver, and I began to see you can have genre and be art. And so I think Tarantino carved out his own world, his own genre, and Tarantino is a fan of Combat Shock, so he likes Combat Shock. So there's enough room in the world for everybody. Effectivement, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais après Reservoir Dogs, après Pulp Fiction, il y a eu plein de films qui sont sortis qui étaient en fait qui étaient fortement inspirés par ces films-là, où on voyait deux tueurs qui discutaient de choses banales, etc., avec un niveau de violence extrêmement élevé. Tarantino, il s'inspire de beaucoup de choses aussi. Ces films ne sortent pas de nulle part, mais c'est absolument pas un défaut. Tout le monde s'inspire de choses, et tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on ressent, c'est des choses qui vont aller dans notre art. La différence peut-être, c'est que Tarantino, avec sa violence, quand vous voyez de la violence chez Tarantino, ça ne nous concerne pas. On peut simplement l'avoir d'un air détaché. L'impression que j'ai dans Combat Shock, c'est que quand, à la fin du film, Frankie Dunlap tue sa famille, se tue, on est avec lui, on a envie qu'il s'en sorte, on a envie qu'il survive. Mais c'est pas quelque chose. Il y a une différence sur ce plan-là. L'autre chose aussi, c'est que j'ai vu énormément de films de genre quand j'étais plus jeune, mais la plupart étaient des films qui étaient quand même extrêmement mauvais, avec un gars avec un couteau qui court après une fille dans les bois, qui est en bikini. Et moi, j'avais envie de quelque chose qui soit artistique, autant violent. C'est pour ça que j'ai adoré, et que Taxi Driver de Scorsese, où je me suis dit, voilà, on peut faire un film de genre, mais ça peut être aussi un film qui est artistique. Dernière chose, Tarantino aime beaucoup Combat Shock. Je pense qu'il y a de la place pour les deux, en fait, sur Terre. J'espère. Et à cette époque-là, vous viviez à Los Angeles. Et donc, juste après No Way Home, est-ce que vous avez eu d'autres opportunités, même si le film n'avait pas été très très bien accueilli? Well, actually, I was living in New York when I did No Way Home. And after No Way Home was finished, I moved to LA thinking that was going to be my calling card, because I had a Tim Roth movie. It was an independent film with Russo and Deborah Unger. So I moved to LA thinking I was going to have a career, and the film just didn't make any money. It just didn't do well. There was, I don't know if you guys are aware how distribution works, but we sold our film to a distributor, and they were going to release it theatrically, and then they got bought by a bigger distributor. The bigger distributor didn't release the film because it wasn't their film. So it didn't make any money, and I didn't work for 3 years. I lived in LA for 3 years trying to get a job. LA's a funny town. The more you don't have a job, the harder it is to get a job. So every day that goes by in LA where you're not working, it's that much harder to get the job. The trick is to, when you're working, get the next job before that job ends. And that's the system. J'habitais New York, en fait, quand j'ai fait No Way Home, et après avoir fait le film, je suis parti à Los Angeles en me disant, voilà, c'est bon, j'ai ma carte de visite, j'ai mon film indépendant avec Tim Roth, je vais avoir du boulot. Voilà, il se trouve que ça n'a pas été le cas. Le film a fait très peu d'argent, et donc voilà, j'ai
j'ai pas pu bosser après ça. Je sais pas si vous savez comment se passe la distribution aux États-Unis, mais en fait, voilà, on avait vendu le film à un distributeur qui devait le sortir en salle, mais il se trouve que ce distributeur a été racheté par un plus gros distributeur qui n'a jamais sorti le film en salle parce que c'était pas son film. Ce qui fait que le film a vraiment peu fait d'argent. J'ai passé donc voilà 3 ans sans bosser. Et Los Angeles, c'est un endroit bizarre où moins vous bossez, moins vous bossez. Et à chaque jour qui passe où vous n'avez pas travaillé, c'est un peu plus difficile d'avoir du travail. Donc le truc, c'est que quand vous bossez, il faut s'assurer qu'on a un boulot derrière avant d'avoir fini le boulot qu'on est en train de faire. Et on va faire un saut, dans le temps jusqu'à Life is Hot in Cracktown. Donc le film date de 2009. En fait, vous adaptez un de vos propres livres qui est sorti en 1993. 16 ans séparent le livre du film. Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé. Comment est-ce que vous avez travaillé le scénario? Est-ce que vous avez changé beaucoup de choses pour l'adapter à la réalité du moment, ou vous l'avez laissé tel quel? I wrote the script probably in '94. So right after the book came out, I knew I wanted to make it into a film. The script hadn't changed that much. When I was trying to make it for years and years, and people loved the script because it really worked as a script, but it was too dark. And when it came time to actually finding a company in 2006 that wanted to produce it, I had to cut out one of the stories. I had one of the first stories in the book was in the film. It's not in the film anymore because the film would have been too long and too expensive. So that's the only change I made. Then when I started casting, I did dialogue rewrites for the actors. But it's it's funny. The first version of Life is Hot in Cracktown was shot like the book, which means every story one after the other, not all mixed up. Like right now, it's an episode, but I originally shot it as separate stories. And it didn't work. It just, as a book, it worked. But in a film, it didn't work. I had to come up and restructure the film. So the film was completely rewritten, whereas the script was pretty much the same throughout. En fait, j'ai fait le bouquin est sorti en 93, j'ai écrit le scénario en 94, et voilà, j'ai essayé de le vendre, de le faire produire. Le scénario plaisait beaucoup en fait, mais j'arrivais pas à trouver d'argent parce que c'était trop sombre. Et finalement, voilà, en 2006, quand j'ai réussi à financer le film, il y a parce que le roman, c'est des nouvelles en fait, qui succèdent. Il y a une des histoires, une des nouvelles, qui a été enlevée parce que parce que le film aurait été trop long sans ça. Mais sinon, voilà, il y a peu de changements sur le scénario entre le départ et le moment où on tourne. Je réécris certaines scènes, je réécris du dialogue pour les acteurs une fois que le casting a été fait, mais voilà. Par contre, on a tourné comme dans l'ordre du livre, c'est-à-dire nouvelle par nouvelle, donc histoire par histoire, si vous voulez. Et au moment du montage, on s'est aperçu que ça fonctionnait absolument pas en fait. Et donc on a dû changer les choses et enchevêtrer comme ça les histoires. Donc il y a peu de différence en fait entre le livre et le scénario. Par contre, il y a des très grosses différences entre le livre et le film. Ça me paraît totalement incroyable d'avoir trouvé de l'argent pour Cracktown. Je trouve ça complètement dingue en fait, parce que c'est pas, on ne peut pas dire en fait que ce soit la meilleure période pour financer ce type de film. Quel était le budget de Cracktown? C'était un gros budget parce que le film fait très riche en fait à l'écran. Budget was $1 million. So yeah, which is, for me, it's a big budget. I mean, it's a comfortable budget. I had 28 days to shoot. It was financed by one rich guy, one rich idiot. It was just filthy rich. He was a right-wing Republican. He supported George Bush. He was just, there was everything wrong about the situation. But he wanted to make a movie because his 50-year-old son was a drug addict and had no job. So his son is one of the producers. You'll see his name in the credits, Bill Fish. And his son was like Caligula. He was a horrible human being. So basically, he financed Cracktown to keep his son off drugs. It didn't work. En fait, le budget, c'était 1 million, ce qui est plutôt pas mal. Pour moi, c'était vraiment confortable. On avait 28 jours de tournage. Mais en fait, le financeur du film, c'est un type hyper riche
un imbécile, qui a financé ce film-là. C'est un républicain pro George Bush, etc., rigissime. Mais en fait, il a financé le film parce que son fils, qui avait une cinquantaine d'années, se droguait. Et son fils est donc au générique, hein, c'est Bill Fish, c'est un des coproducteurs. Et en fait, l'idée, voilà, pour lui, c'était de financer un film comme ça. Son fils travaillait dessus et ça lui évitait de prendre de la drogue. Malheureusement, ça n'a pas marché. You know, I probably shouldn't have mentioned Bill Fish's name, so forget that I mentioned that name. All right, just nobody heard Bill Fish tonight. Et j'aurais pas dû dire son nom. Hein, donc vous n'avez pas entendu le nom de Bill Fish, hein, surtout pas de Bill Fish. Thanks. D'ailleurs, Crackdown qui a été tourné à Los Angeles, dans un Los Angeles qui ressemble à New York. J'étais persuadé, enfin je suis allé à New York plusieurs fois et j'étais persuadé que Crackdown se passait à New York. C'est fou. Comment vous avez fait au niveau de la mise en scène? Parce que ça doit être un casse-tête. Enfin, ne serait-ce qu'au niveau des panneaux de signalisation, il faut éviter quand même les palmiers, les choses comme ça. You know, when in 2006, New York had already started being gentrified. So the old neighborhoods that I grew up in, that I lived in, were gone. I couldn't have shot this in New York, even if I wanted to. First off, it was cheaper because we were all in Los Angeles. The money was in Los Angeles. He wouldn't have been so happy for us to be so far away. So once I realized that, I shot it as Any Place USA. Any Place USA basically means it could be any city. I've had people ask me if it's Pittsburgh, if it's Detroit. So we made sure not to show any palm trees, any street signs, or anything that would say Los Angeles. We shot downtown, so it was pretty fucked up, and it was pretty dangerous. The difference between shooting in New York and shooting in LA is in LA, everybody has guns. So yeah, New York guns are illegal. So people may have guns, but they're really heavy-duty criminals. But in LA, everybody's got guns. So we needed like 1 and 2 cops with us at all times. I remember we shot one scene where Romeo, the street gang, kills the drug dealer, and the cop comes up to me, he says, "I can't do this tonight, we need another cop." I said, "What do you mean?" He says, "There's gang activity around the corner, and I'm not enough security." So we had to hire another cop. That's shooting in LA. On a tourné en 2006 en fait, et en 2006 New York était déjà gentrifié, donc j'aurais pas pu tourner en fait dans le quartier où j'ai grandi, parce que ces quartiers-là ils avaient disparu quelque part. En plus c'était moins cher pour nous de tourner à Los Angeles, tout le monde était à Los Angeles, le financeur était à Los Angeles et préférait qu'on soit pas loin. Donc j'ai décidé de tourner comme si c'était n'importe où aux États-Unis. Donc effectivement on monte pas les palmiers, on monte pas de panneaux, de plaques de rue, etc. Il y a des gens qui m'ont demandé si c'était à Détroit, si c'était à Pittsburgh, etc. Le truc aussi de tourner à Los Angeles, c'est que on a tourné là, mais c'est beaucoup plus dangereux en fait qu'à New York. Parce qu'à Los Angeles, tout le monde a une arme. À New York, les armes sont illégales. Donc des gens ont des armes, bien sûr, mais c'est des criminels endurcis, pas à Los Angeles. Donc on avait de la police avec nous en permanence. Il y a d'ailleurs une scène qu'on a tournée, la scène de nuit, en fait, hein, quand Roméo abat un dealer concurrent. En fait, le flic qui était avec nous nous a dit non, on a besoin faut amener quelqu'un d'autre, faut avoir une autre flic. Là, moi, je suffis pas pour ce soir. Et on a dit pourquoi? Il dit là, il y a des gangs en fait, hein, qui sont pas loin, qui sont en train de se tirer dessus. Donc voilà, il nous faut absolument un deuxième flic pour vous protéger. Donc on a tourné une scène comme ça de fusillade, alors qu'en fait, il y avait des vraies fusillades qui se passaient juste au coin de la rue. J'ai été aussi très étonné par la rudesse de la mise en scène de Crackdown. Alors c'est un film choral et un film choral, on s'attend à une certaine élégance avec beaucoup de mouvements de caméra, beaucoup de mouvements de steadicam où on va abandonner un personnage, en récupérer un autre. Alors que c'est pas du tout le cas. Et est-ce que c'était pour mieux vous adapter à la réalité que vous décrivez, qui est cette rudesse dans la mise en scène? You know, that was a choice because it was just so down and dirty. The locations were down and dirty. I wanted it to be more real. You know, like I love Visconti. You know, Visconti's films in the Italian neorealism. He would do these films about poor people, horrible, poor criminals, whatever, and he'd shoot them beautifully. You know, like almost like he was shooting fashion models. And I love those films. They look beautiful, but they take you out of the reality. You know, they take you out of the moment.
And I didn't want to do that with Crackdown. I wanted people to be in the moment, as if you're in the room with these guys, like when the kids are in the hotel. I wanted it to be like we, as the audience, were in the hotel. And I felt with Steadicam or dolly shots or anything that just really made it look more fluid and more elegant, it would have taken away from that. I mean, sometimes that works. Sometimes to shoot against what the story is actually works, like by Visconti. But in this case, I made that decision, and once I made it, I had to stay with it. Oui, c'était un choix, effectivement, hein. Mais voilà, l'endroit où on tournait était vraiment tellement dégradé, tellement sale, etc. Je voulais qu'on soit plus réel. Voilà, j'adore Visconti, et Visconti a une façon de filmer des gens très pauvres, des criminels, etc., de manière extraordinairement élégante, comme s'il filmait des mannequins, des mannequins de mode. Mais voilà, moi j'avais pas envie de faire ça parce que j'ai l'impression que ça nous sort de l'instant, ça nous sort du moment où ça se passe. Dans Crackdown, je voulais rester véritablement, je voulais qu'on soit avec les personnages. Quand on est avec les gamins dans la chambre d'hôtel, je voulais véritablement qu'on y soit. Ça peut marcher, hein, bien évidemment, et Visconti le fait de manière admirable, de tourner d'une manière qui va à l'encontre de la réalité qu'on tourne. Mais personnellement, voilà, j'avais envie d'avoir ce côté plus réel. Et moi, ce qui m'a énormément touché aussi dans Crackdown, je vais essayer de pas trop spolier, en fait, c'est l'humanité, mais c'est ce qu'on retrouve dans tous vos films. En fait, c'est l'humanité que vous insufflez dans chacun de vos personnages. Et il y a un personnage qui est génial en fait dans Crackdown. Vous verrez si vous venez voir le film après, vous comprendrez. C'est le personnage de Roméo qui est joué par Evan Ross, qui est absolument détestable au début du film. Voilà, c'est un personnage qui est absolument horrible. Et au fil des minutes, en fait, le personnage s'humanise et en fait, en tant que spectateur, on éprouve réellement de l'empathie pour lui. Et ça, je pense que c'est excessivement rare dans le cinéma américain. D'ailleurs, pas que le cinéma américain, d'écrire des personnages comme ça qui vont évoluer au cours du film. C'est terriblement humain, c'est absolument incroyable. You know, that's how I direct. In other words, like nobody thinks they're bad. The worst people don't think they're bad people. Everybody thinks that they're justified for doing what they do, even when they do horrible things. So as a director, I become every character. I become every character for that moment, whatever the scene is, I become that character. And I will never direct an actor to say, you're evil, you just beat him up, you're a bad guy. I would come up with a justification. And that's what I did with Romeo, and I do with all the characters. I become them. You can never direct an actor to be bad because nobody thinks they're bad, you know? So you got to give everybody their dignity. And, you know, there's a filmmaker I just love named Sean Baker. And Sean Baker's films, every character in a Sean Baker film has dignity. You know, even the characters you shouldn't like. And we're contemporaries, so I can't say he was a big influence on me, but he has a similar approach to it. And so I just I became Romeo, and I thought, what if I was in this situation? I don't want to, give away what goes on, but I just try to find something to give him justification for doing what he does. Because we all know bad people that think they're completely right. And you just say, what the fuck, that can't be more wrong. C'est comme ça que je dirige, en fait, hein. C'est comme ça que je mets en scène. Parce que personne ne pense être mauvais. Quelqu'un qui est extrêmement mauvais, qui est extrêmement maléfique, ne pense pas l'être. Et chacun, effectivement, a des formes de justification. Et quand je dirige ou quand j'écris, je suis chaque personnage à un instant donné, dans une scène donnée. Et on peut pas dire à un acteur, voilà, t'es maléfique, t'es ignoble, et voilà, tu vas aller tabasser quelqu'un juste parce que t'es mauvais. Il faut donner des formes de justification comme ça, et c'est ce qui s'est passé, voilà, avec ce personnage-là, parce que voilà, encore une fois, personne de profondément mauvais, même si on pense que cette personne ne fait que des choses qui sont absolument affreuses. Cette personne-là, voilà, peut avoir ses justifications mentalement, et c'est une forme de dignité quelque part. J'aime beaucoup Sean Baker, par exemple, et je pense que tous les personnages de Sean Baker sont des personnages qui ont ce côté effectivement humain.
vous êtes un petit peu quelque part la version sombre de Sean Baker, qui lui est plus léger, plus dirigé vers la comédie. Et vous êtes très très complémentaires. You know, Sean Baker and I are really good friends, and one reason is that we can look at each other's work, and I think he wishes his work was a little bit more darker, and I wish my work was a little bit more lighter. But Sean Baker, I don't know if most people don't know this. Sean Baker is a genre fanatic. He knows every genre film, and I always say to him, Sean, why don't you do a genre film? You know, and because he loves him, he's a giallo expert. He knows everything about giallo. So it's interesting because you don't see that in his films, but he's a genre maniac. En fait, on est amis. Hein. Je ne peux pas dire qu'il m'a vraiment influencé, c'est vraiment mon contemporain, mais on est amis aujourd'hui. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles on est amis, c'est qu'il peut regarder mes films et se dire en se disant qu'il aimerait bien que son cinéma à lui soit un peu plus sombre. Et moi, quand je regarde ses films, j'aimerais bien que mon cinéma à moi soit un peu plus léger. Mais c'est un fan de films de genre, en fait. Hein. Il connaît extrêmement bien les films de genre. C'est un expert du giallo, par exemple. Et souvent, je lui dis, mais tu devrais faire un film de genre. Mais voilà, il n'a encore jamais fait. Les Red Rocket, encore à l'affiche, voilà. Si vous voulez tester un film de Sean Baker, c'est vraiment très 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 bien. Et je reviens très vite fait là sur ce que je considère être une trilogie, donc Combat Shock, No Way Home et Life is Hot in Crackdown. Et chaque fois, je me dis, c'est Ronald Reagan, Combat Shock, Bill Clinton, No Way Home, George Bush, Life is Hot in Crackdown. Et en fait, si on regarde les trois films, en fait, on voit défiler plus de 20 ans en fait, de l'histoire des États-Unis, ou plutôt l'envers de l'histoire des États-Unis. On est loin des Golden Boy, du rêve américain. Est-ce que vous avez envie de transformer cette trilogie en quadralogie avec un autre film, par exemple aujourd'hui? Est-ce que vous auriez quelque chose à dire sur ce qui se passe aujourd'hui? Well, you know, first off, I like the Clinton years, so those are my favorite. No Way Home is probably the best time in America. The Clinton years were better. I don't see it as a trilogy just because my next film I'm trying to set up now is called Junkie Dad, and it takes place in Staten Island, and that's going to be part of the Staten Island trilogy. And it's about a junkie living on the street for 4 years homeless, and he meets his son, his 9-year-old son. He hasn't seen him in 4 years, and the son's now playing music. So he goes to the ex-wife, and he says, I want to have a relationship with my son. I want to be in his life. And she says, yeah, but you're a fucked up junkie. I don't want to expose our child to that. So he convinces her that he's clean, but he's not. He's a completely degenerate junkie, and he has a relationship with his son in this drug world and doesn't hide it, doesn't shame it. He's not ashamed of it. So I think that would be part of my trilogy. I would call it the Staten Island trilogy, and that would be it for me. I would give up. I would stop after making that film because it's too hard to spend 5-10 years. I mean, look, we're talking about 3 films over 30 years. That's crazy, man. Première chose, hein, les années Clinton, moi j'ai beaucoup aimé, donc c'est les meilleures années de l'Amérique récemment en fait. Hein. Oui, je suis effectivement, il y a un projet que j'aimerais mener à bien, qui s'appelle Junkie Dad, Papa Junkie, qui ferait partie effectivement de cette trilogie de Staten Island. Hein. C'est l'histoire d'un homme qui se drogue, qui a un fils de 9 ans, qu'il n'a pas vu depuis 4 ans, parce que ça fait 4 ans qu'il est effectivement accro. Son fils est musicien, joue de la musique, et il veut renouer une relation avec ce fils. Sa femme lui dit, non mais c'est pas possible, t'es un déchet, tu peux pas revoir ton fils. Donc il réussit à convaincre sa femme qu'il ne se drogue plus, ce qui n'est pas vrai. Et en fait, il a cette relation avec son fils dans ce monde en fait, hein, des drogués, sans le cacher à son fils. Donc ça ferait partie, hein, ça serait pour moi le troisième film de cette trilogie Staten Island. Ça serait mon dernier. J'arrêterai ensuite, hein, parce que c'est beaucoup trop épuisant de passer 5 ans, 10 ans à essayer de monter un film. Là, on parle de 3 films en 30 ans, hein, donc c'est vraiment quelque chose. Ça serait le dernier. Moi, l'heure tourne.
puis il va falloir quand même que vous posiez des questions, que vous travailliez un peu. Donc moi, je vais terminer par une question. Alors, on aurait pu évoquer aussi bien d'autres films de Buddy, mais qu'est-ce que vous diriez si on vous proposait une comédie? I would shoot a comedy in a second. I shoot comedies in German TV. I've shot German TV comedies. I love shooting comedies because it pulls me out of my world, and they're still dark. You know, I would love to do I'd love to do like a Sean Baker type of comedy. You know, something like that. I don't know if I would do a Tarantino comedy because that's not in me. That's not where my heart is. But you know, I would love to do a comedy. I'd do a comedy in a second. J'adorerais, je sauterais sur l'occasion. J'en tourne d'ailleurs, j'en fais pour la télévision allemande. Mais oui, et puis voilà, on peut faire aussi une comédie qui soit un peu noire comme ça. J'adorerais faire une comédie peut-être à la Sean Baker. Peut-être pas à la Tarantino, je suis pas sûr que ça soit vraiment ce que j'ai dans le sang. Mais voilà, si on me propose une comédie, je signe tout de suite. Oh, et une dernière question, très très stupide. Vous avez parlé de Visconti. Est-ce qu'on pourrait dire en fait que vous êtes un cousin très 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 éloigné de Roberto Rossellini? Alors, je sais que vous n'utilisez pas d'acteurs non professionnels. You know, I like Rossellini, but I like Visconti better. I'd rather be his great grandson. You know, I really, because you know his characters were prostitutes and hustlers and criminals, and that really spoke to me more. Rossellini's films were more about survival and you know post-war Italy, and you know, but I really like Rossellini, but Visconti's my guy. Ouais, j'aime beaucoup Rossellini, hein, mais je préférais à choisir être peut-être l'arrière-petit-fils de Visconti, parce que ces personnages, voilà, c'est des petits truands, c'est des macs, c'est des prostituées, etc. Chez Rossellini, on est plus dans une forme de survie dans l'Italie de l'après-guerre. J'adore Rossellini, mais oui, voilà, celui que je préfère, c'est Visconti. On va peut-être vous laisser un peu la parole. Est-ce que vous avez des questions? C'était qui le premier? Bonsoir. C'était très très intéressant, je trouve, tout ce que vous avez dit. Voilà, parce que même si vous n'avez fait que 3 films, on a l'impression de vivre 40 ans des États-Unis rien qu'à vous entendre, quoi. Voilà. Moi, j'ai découvert en fait Combat Choc dans les années 90. J'étais un minot, hein, je devais avoir 25 ans. Il était sorti en VHS en France, chez un éditeur, on va dire, plus ou moins recommandable. Et j'en garde un souvenir, c'était ardos, hein, surtout que j'étais jeune, le film n'était pas du tout connu comme il peut l'être maintenant, il n'y avait pas Internet. Donc voilà. Et c'est vrai que moi, l'intérêt que j'avais vu à ce film tout de suite, c'est qu'effectivement, il y avait un côté genre, parce qu'il y a des scènes horribles, et en même temps, voilà, un vrai film artistique, avec une vraie valeur artistique qui est évidente. Hein, voilà. Donc moi, ce soir, je suis on ne peut plus impatient de voir Life is Out in Cracktown. Voilà. Et en fait, alors j'ai pensé à plusieurs choses, parce que vous avez beaucoup parlé, donc moi ça m'a fait beaucoup réfléchir aussi, penser. Alors j'ai l'impression, parce que vu que vous avez parlé de John Waters, que j'ai l'impression qu'en fait vous êtes américain dans ce qu'il peut y avoir de plus typique, c'est-à-dire un adepte du bon mauvais goût. Voilà, parce qu'il y a le mauvais, comme dit John Waters, il y a le mauvais goût, il y a le bon mauvais goût. Voilà. Donc pour avoir vu donc Coma Choc, je pense qu'effectivement c'est un film de bon mauvais goût. Voilà. Et en fait, vu que je m'intéresse au cinéma depuis longtemps, et notamment au cinéma américain, qui pour moi depuis 20 ans a vraiment perdu beaucoup de son intérêt, il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Je veux dire, le cinéma américain depuis une vingtaine d'années est pas loin de... Même le cinéma dit indépendant est vraiment pas loin d'être très mauvais. Voilà. Et en fait, je me suis finalement plusieurs fois fait la remarque avec tout ce que vous avez dit, que oui, on le sait, être cinéaste, c'est très très compliqué.
Voilà. Alors, nous, on dit cinéaste en France, vous dites filmmaker. Hein. Voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Voilà. Et donc, même. Alors, quand on veut être filmmaker aux États-Unis, on a l'impression qu'il faut vendre son cul. Hein. Enfin, je veux dire qu'il faut faire des compromis tout le temps. Enfin, pour quiconque s'intéresse au cinéma, les réalisateurs ne disent que ça, hein, qu'ils n'ont jamais pu faire vraiment le film qu'ils ont voulu faire. Voilà. Et j'ai envie de vous dire que vous êtes la preuve vivante que, bon, bah, on peut faire malgré tout 3 films en 30 ans. Et se retrouver à la Cinémathèque de Toulouse, quoi. Voilà. donc, in fine, c'est quand même pas mal, moi, je pense. Hein. C'est qu'il y a quand même une certaine forme de reconnaissance, alors qui vient peut-être pas de votre pays, mais comme on le dit souvent, nul n'est prophète en son pays. Voilà. Et par contre, bon, bah, nous, en France, nous avons l'exception culturelle et qui font que, bon, bah, voilà, on accueille des gens comme vous. Alors moi, je sais par le programmateur d'Extrême Cinémathèque que le film qu'on va voir ce soir est une première européenne, apparemment. Deuxième. Bon, donc voilà, donc c'est bien qu'on a du goût en France, hein, et on aime et que même si on n'est pas du tout du genre à faire des films de mauvais goût, on aime le mauvais goût, le bon mauvais goût, voilà, on est voilà. Et j'aimerais en fait avoir votre avis simplement, enfin la dernière chose, enfin là où j'aimerais avoir votre avis, c'est comment, pourquoi 3 films en 30 ans en fait. Enfin, Romero, pour prendre un exemple maintenant qui est très connu, c'est Romero qui aurait pu faire plein d'autres films et qui n'a pas pu les faire. Voilà. Bon, 3 films en 30 ans, c'est effectivement très peu. Est-ce que vous pouvez nous citer au moins 2-3 autres films sur lesquels vous avez travaillé, qui ont été proposés par des studios? Enfin, je sais pas. Enfin, voilà, moi, c'est ça qui me trouble, en fait. Voilà. Well, thank you for that question and for the compliments. You know, just before I answer your question, you know, doing these three films in 30 years, it's I'm happy. You know, I wanted to have a different career. I wanted to be a bigger filmmaker. I wanted to have more success. But you know what? Creatively, artistically, I have success. Like these films, these 3 films are my films. You know, and they're from my vision and my heart. And they were, of course, collaborations with the actors and the other artists that I worked with. So, you know, and at the end of the day, I could just say, what the fuck? I'm a director. How many people can say that? It's a fucking gift. So I love to be here. I love to sit in front of you and talk to you and be with like-minded people who we share something. And it makes it even more valuable that it took so long and so hard to do. I mean, I'm sorry. I don't wanna get too Merci, long. merci pour cette question, merci pour ces compliments aussi. Effectivement, 30 films en 30 ans, voilà, c'est peut-être pas forcément la carrière que j'aurais voulu avoir. J'aurais peut-être voulu avoir peut-être plus de succès, être un réalisateur plus connu, etc. Mais quelque part, enfin voilà, en fait, je suis content parce que ces 3 films, c'est mes films. C'est bien sûr des collaborations avec les acteurs, avec d'autres gens qui ont travaillé dessus, mais voilà, j'ai pu, créativement parlant, j'ai pu faire ce que je voulais. Et puis voilà, et puis ça me permet d'être là avec vous, discuter avec des gens qui ont les mêmes goûts que moi, avec qui j'ai beaucoup de choses en commun. Et puis voilà, et puis je suis réalisateur, cinéaste. Bah, c'est pas donné à tout le monde, donc j'en suis ravi. There was, you know, after Combat Shock, I was supposed to direct Maniac 2, which would have been a good film, and it would have been actually a comedy. There was a lot of black humor in it. So that's a film that just fell apart because Joe Spinell died, and that's, you know, there was no way I could stop that. If I could have stopped him from dying, I would have. But Donc oui, j'étais censé faire Maniac 2, et ça aurait été super. Ça aurait été une comédie aussi, il y a pas mal d'humour là-dedans. Malheureusement, Joe Spinell est mort, et donc le film n'a pas pu se faire. Si j'avais pu éviter que Joe Spinell ne meure, bah, voilà, j'aurais fait ce film-là. you know, I've had a few thrillers that I wanted to direct. I've actually over the years been up for, you know, countless horror films and you know, sort of crappy horror films, but I thought I could do something with them. I thought I could lift them above, you know, where they were. Charlie Band films, you know, I needed money really bad, and I was up for a Charlie Band film. And the fact is, my films don't make money, and that's in America. That's the only thing that counts. I mean, when I did No Way Home, there were people at Hollywood studios who loved No Way Home, but they couldn't hire me or bring me in because I didn't make any money. And their boss would say, "Why do you bring this guy in? His film didn't make any money." So that's the thing. And you know, I don't live in America. I live in Germany. I've been in Germany now for 20 years, and I can't go back. You know, so yeah, I love it here. You know, and when I say here, I mean Europe. I love it here.
I'm never going back. Oui, j'ai été considéré pour faire un certain nombre de thrillers notamment, des choses qui n'étaient pas forcément extraordinaires, mais dont j'avais l'impression peut-être que je pouvais les améliorer un petit peu. J'aurais voulu faire des films qui se faisaient à Los Angeles dans les années 80, des films de Charlie, des films produits par Charlie Band. Mais voilà, le problème c'est que mes films ne font pas d'argent, n'ont pas fait d'argent. Il y a pas mal de gens qui travaillent pour des studios qui ont adoré No Way Home, mais ils ne pouvaient pas me faire travailler parce que leur patron leur disait non mais ce mec ne fait pas de fric, pourquoi tu veux qu'on travaille avec ce type-là. Et voilà, aux États-Unis effectivement le fait de faire de l'argent c'est vraiment la chose qui compte avant tout. Et voilà, je suis en Europe depuis 20 ans, je travaille pour la télévision allemande et je suis ravi d'être ici, et quand je dis ici je veux dire en Europe. Oui, je voudrais vous poser une question sur votre premier film. Je l'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé sa dimension très directe, très frontale, très sociale, très vraie aussi, comme vous l'avez dit vous-même, le film est vrai. Par contre, une chose m'a surpris et m'a même un peu dérangé, c'est la tête d'alien que vous avez fait au nourrisson. J'avoue que je ne saisis pas vraiment la motivation de ce choix, et je trouve que chaque fois qu'on est cadré sur le visage de ce gamin, je trouve qu'on sort du film, qu'on est sur autre chose. Je ne sais pas du tout quelle est la volonté qui est la vôtre quand vous avez effectivement choisi de le présenter ainsi, ce nourrisson. Yeah. First off, what you're saying is what most people said when the film came out. Most of the mainstream, I was trying to get into film festivals, and so many people couldn't get past the baby because it looks like a puppet. I mean, let's be honest, it does. I had that baby made for $140 by one of the effects artists, and when you see the tongue of the baby, that's the thumb of the operator. He's got his hand in the back of the head, and he's operating the eyes, and that's the tongue. So, I wasn't going to show the baby. I was just going to have the baby wrapped in a blanket and crying the whole time. And then I realized I can't do that because an audience is too sophisticated. An audience won't accept that. I had to show it. So unfortunately, that's a decision. If I had to do it over again, I would definitely rethink it. Or I would show less of the baby, or, I don't know. I just think that's probably the weakest link. And it's one of the reasons why a mainstream audience could never get into it, because the violence doesn't really hit till the end. But people didn't like the film from the beginning on. So, and I think the baby was a problem. It's problematic. And, it looks cheap. I'll tell you this, at the time when we were designing the baby, figuring out which way to go. E.T. was the biggest film in America, so we went with E.T. on drugs. We just said E.T. on acid, and that's what we did. Effectivement, beaucoup de gens ont dit ça, effectivement, et quand on essayait de présenter le film dans des festivals, et en fait, voilà, il y a beaucoup de gens qui choisissaient des films pour les festivals qui ne pouvaient pas accepter ce bébé-là, qui ne pouvaient pas vraiment le... voilà. Et c'est vrai que je suis d'accord, il ressemble à une sorte de marionnette. Mais on l'a fait faire, il nous a coûté $140. C'est un gars qui s'occupait le gars qui s'occupait des trucages qu'il a fait. D'ailleurs, quand vous voyez la langue du bébé dans le film, en fait, c'est le pouce du marionnettiste. En fait, il fait bouger les yeux avec ses doigts, puis quand il y a la langue du bébé qui sort, c'est son pouce. Mais voilà, au départ, moi, je voulais pas montrer le bébé, je voulais simplement voir une sorte de drap ou une couverture et qu'on ne le voit jamais. Mais je me suis dit non, le public va vouloir voir le bébé à un moment, donc ça ne marchera pas. Et donc on l'a fait. Si je devais le refaire, je pense que oui, c'est une chose que je ne referais pas ou que je referais pas pareil, très clairement. Il a l'air cheap. Et une dernière chose, c'est que quand on a sorti le film, en fait, le grand film de l'époque, c'est E.T. Donc on s'est dit, on va faire E.T. mais sous acide. Your movies shows very... Ah, français. D'accord. Vos films montrent une vision très pessimiste des États-Unis, mais maintenant que vous vivez en Europe, vous pouvez voir qu'il y a aussi plein de problèmes en Europe. Si vous deviez faire un film qui se passe en Europe, qu'est-ce que vous montriez? Est-ce que vous montreriez quelque chose d'aussi sombre que ce que vous avez montré aux États-Unis, ou est-ce que ce serait plus optimiste, ou est-ce que vous montreriez d'autres types de problèmes? I live in Germany. I live in Berlin, so of course it's going to be dark. It's going to be as dark and hard. I mean, the difference is, I've never felt my life was in danger in Europe. I've never felt I was going to be shot. I never had that fear. I never thought I was going to be stabbed, although that happens here, of course. There's a certain respect for one another here that in America we don't have.
You know, the whole thing in America, if you're following America today, everybody's always screaming about their rights. It's my right not to wear a mask. It's my right to own 20 guns. It's my right, my right, my right. And I say to these idiots, what about your obligation? We live in a society. We have an obligation to each other. So that's one of the things I love about living in Europe, living in Germany, especially. There's an obligation. The Germans are a very strange people, as you guys know. So, but you know, I just feel completely at home there. And if I were to do a film that takes place there, I would do something, you know, as down and dirty. I would probably do something like the Bahnhof Zoo, which is still a drug addict area, you know, and there's still, there's poverty. The difference we have here is we have a safety net. You know, it's not a jungle. You know, in America, it's a fucking jungle. You lose your job, you could be homeless in 3 months. So I don't say I would do Combat Shock here in Europe. I don't think Combat Shock could take place here because there's just too much help. But I would definitely do something down and dirty. You know, there's a series in Germany called 4 Blocks, and it deals with the Turkish mafia, and it's just awesome. It's really dark and grimy, and you know these guys have weapons. So, you know, I would try and do something like that. I wouldn't be optimistic here. J'habite à Berlin, donc si je faisais un film, ça serait effectivement quelque chose de sombre, effectivement. Mais la différence, en fait, hein, pour moi, par rapport aux États-Unis, c'est que j'ai jamais senti ici en Europe que ma vie était en danger. J'ai jamais craint de me prendre une balle ou d'être poignardé, etc. Ça peut arriver, bien sûr, mais voilà, on le ressent pas de cette façon-là. Le truc avec les Américains, c'est que les Américains parlent tout le temps de leurs droits. J'ai le droit de ne pas porter de masque, j'ai le droit d'avoir 20 flingues si je veux, etc. Mais moi, j'ai envie de leur dire, bah, qu'en est-il des obligations, des devoirs, quelque part. Et ici, et en particulier, voilà, on fait société, donc il y a ces devoirs-là. Et c'est quelque chose qu'il y a beaucoup plus en Allemagne ou en Europe, hein, une forme de, quelque part, de respect mutuel. Mais oui, si je devais tourner quelque chose, ça serait en Allemagne, ça serait peut-être sur le Bahnhof Zoo, hein, ce zoo qui est c'est là que se passe Christian F, pour ceux qui se rappellent de Christian F. Donc c'est une zone où il y a toujours des drogués aujourd'hui. Mais voilà, une différence entre les États-Unis et l'Europe, c'est qu'ici, il y a une forme de filet de sécurité. Aux États-Unis, vous pouvez perdre votre boulot et vous retrouvez SDF au bout de 3 mois. Voilà, Combat Shock ne pourrait pas se passer en Europe parce qu'il y a trop d'aide, il y a trop de soutien sur ce plan-là. Mais je ferai quelque chose. Il y a une série qui s'appelle 4 Blocks, qui est une série allemande sur la mafia turque, où effectivement il y a des armes pour le coup. Donc je ferai peut-être un truc dans ce genre-là, mais qui serait aussi crade et aussi déprimant que ce que j'ai pu faire aux États-Unis. Oui. It's reassuring, he says. Maintenant que je sais que vous vivez en Allemagne, donc à Berlin depuis 20 ans, j'ai pensé, c'est ma culture, j'ai pensé à un cinéaste que je pense que vous devez connaître, qui s'appelle Jörg Buttgereit, et qui, je pense, par certains aspects, fait bien penser aussi à votre cinéma, quoi. Voilà. Nécromantique 1 et 2, Le Roi des Morts, enfin voilà, c'est assez joyeux comme film aussi dans le genre, quoi. Voilà. Well, Jörg Buttgereit is a very dear friend of mine. I know Jörg 30 years. We have very similar careers. Jörg Buttgereit is necromantic, and the Totus King, the King of the Dead, and Shrem, and what else? Necromantic 2. Jörg Buttgereit is not respected in Germany. He's, you know, it's funny because he's really respected in America, but Germans don't really appreciate him. So he can't make films like I can't make films in America. He can't make films in Germany. So he does a lot of theater plays, and he's directing theater, but you know, there is a certain relationship between us. First off, we're good friends, and we both make films that nobody wants to see. Oui, c'est un ami, hein, on se connaît depuis 30 ans. Donc effectivement, il a fait Le Roi des Morts, Nécromantique 1 et 2, Schramm. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en fait, il n'est pas du tout apprécié en Allemagne. Il fait beaucoup de théâtre, mais il aurait beaucoup de mal à tourner un film en Allemagne aujourd'hui. Et il est très apprécié aux États-Unis. Moi, c'est le contraire, en fait. Hein. Je ne peux absolument pas tourner un film aux États-Unis. Donc voilà, donc il y a une forme de... je pense qu'il y a des parallèles entre nous, effectivement, et on s'apprécie énormément. Allez, il y a une dernière question devant, là. Last question. Okay. Hello.
Désolé, j'ai vu beaucoup de Giovinazzo dans les crédits à la fin du film. Je veux savoir comment votre famille vous a aidé et supporté pour les films. Yeah, they all work for free. Perfect. Yeah. No, it was a family affair. Everybody in the film is a friend in some way in combat. We're talking about Combat Shock, so you know they were people that I hung out with or I knew from the neighborhood. Very few people in Combat Shock weren't friends of mine. The wife wasn't a friend. I found her. She was an actor, but everybody else were people I knew. And Ouais, bah, la famille, ça travaille gratos, donc c'est pour ça que c'est super en fait. Mais oui, tous les gens, enfin vous parlez de Combat Shock, j'imagine, mais oui, tous les gens dans Combat Shock, c'est des amis, des voisins, des gens que je connaissais, etc. Donc effectivement, des gens de la famille. Une des seules personnes, c'est l'épouse, la femme du héros, qui elle, pour le coup, était une actrice. Mais les autres, c'est vraiment des gens que je connaissais. Allez, il est temps de s'arrêter là, parce qu'il y a la projection à 21h, il faut prendre un petit break pour récupérer. Merci Buddy Giovinazzo, merci à Yves Tixier pour la traduction et merci à vous d'être venus. Merci beaucoup.